Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk Télévision. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai l'honneur de recevoir un amoureux de la lecture, un passionné de la lecture, et je pense que nous ne ferons pas exception cet après-midi. Donc c'est pour cela que je dis bonjour à David Liméry. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'être reçu aujourd'hui par monsieur Ocollier. Donc voilà, et de pouvoir partager avec vous mon plaisir de la lecture. Merci beaucoup David, sois le bienvenu. C'est l'objectif de cette émission, de recevoir les personnes qui prennent plaisir de lire et qui vont partager, et ce que nous attendons de toi, partager ton coup de cœur. Et donc comme chaque mercredi, nous aurons l'occasion d'échanger sur certaines thématiques, certainement liées à la Martinique, liées à notre histoire, et puis on fera forcément le lien avec notre actualité en 2022. Alors David, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Écoutez, j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un livre qui m'a énormément touché. Certes, c'est un sujet d'actualité pour la Martinique, mais je pense que ça concerne le monde entier. Donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Chronique d'un empoisonnement annoncé. Donc voilà, qui a été justement écrit par Louis Boutin et Raphaël Confiant. Donc voilà, il est paru au début des années 2007. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, peut-être que certains ne l'ont pas vu passer. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui m'ont interpellé. D'accord. Donc ça fait quand même près de 15 ans qu'il est sorti, ce livre. Exactement, c'est ça. Ça fait près de 15 ans qu'il est sorti. Mais le sujet est pleinement d'actualité. Ce livre est riche en analyses, en conseils pour la suite et même en réflexion sur ce que nous vivons. Mais avant de passer à l'actualité, je pense que ce serait important qu'on puisse revenir un petit peu ensemble sur le livre. Je vous en dirai un peu plus. D'accord. J'ai une petite question par rapport justement à ce choix de livre. Comment s'est fait ta rencontre avec ce livre? Est-ce que c'est par hasard, même si, la notion de hasard, on peut en discuter à un autre moment, mais comment ça s'est fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé? C'est l'actualité? C'est par détour d'une bibliothèque, d'une librairie? C'est ça. Alors, pour tout te dire, généralement, j'ai des coups de cœur quand je me promène dans les bibliothèques. J'aime ça. Je vais dans une bibliothèque, j'aime l'odeur des livres, j'aime bien regarder les premières de couverture. Donc voilà, et ça peut se passer comme ça. C'est une rencontre, le livre me fait un clin d'œil, je succombe à son charme. Et après, on passe la soirée à échanger. Mais là, pour le coup, c'était un sujet d'actualité, un sujet brûlant. Et je me suis rendu compte qu'on est dans une société où on ne s'arrête plus sur, un discours profond. On passe de petite vidéo en petite vidéo, on échange des WhatsApp, on se passe des liens YouTube et on n'a pas des fois le temps d'avoir une réflexion menée du début jusqu'à la fin. Donc quand ce sujet du chlordécone est arrivé, que j'ai trouvé bouillonnant, passionnant et qui levait beaucoup d'interrogations, mais aussi qui suscitait des conflits, je me suis dit, j'aimerais bien, moi, discuter avec des spécialistes et entendre leurs pensées. Et je me suis donc mis à la recherche de livres qui parlaient spécifiquement du chlordécone. D'ailleurs, j'ai été un petit peu interpellé parce que je me suis dit, mais comment ce livre est sorti en 2007 et moi, je ne le découvre que plusieurs années après. Et donc, quand je suis allé à la recherche de ce livre, déjà, ce qui m'a interpellé, c'est la première de couverture. J'ai beaucoup apprécié le rouge parce que je me suis dit, il n'y a pas d'image, il n'y a pas en fait d'illustration, mais pour un sujet qui est sérieux, ce rouge m'évoque un petit peu le signal d'alarme. Mais de notre côté, en lisant le livre, je me suis dit, c'est aussi un carton rouge. Carton rouge par rapport à la gestion de l'État, carton rouge par rapport à une négligence, peut-être carton rouge aussi parce qu'il y a beaucoup de dénonciations dans ce livre par rapport au lobby, etc. Et peut-être carton rouge par rapport à nous aussi, la population, parce que si nous laissons faire certaines choses, eh bien nous serons nous-mêmes, entre guillemets, responsables aussi de cet avenir. Donc voilà. Et autre chose, le titre m'a beaucoup plu parce que j'ai décortiqué Chronique d'un empoisonnement annoncé. On n'est plus seulement en train de parler d'un scandale du chlordécone,
Finalement, on va revenir dessus après. Je dis juste ça et je te laisse la parole. Parce que si on me laisse... Ouais, pas de problème. Donc quand je dis chronique, c'est-à-dire que chronique, on a tout un cheminement, et on le verra dans le livre. Donc ça remonte d'année sur année. Donc ça permet aux gens de voir que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis la question de l'empoisonnement nous ramène à une réalité. Quand on dit scandale, c'est un petit peu... c'est pas identifié. On ne sait pas de quoi on parle. Mais quand on dit empoisonnement, ça nous ramène tout de suite aux organismes vivants. Donc on se dit, est-ce que c'est moi qui suis empoisonné? Est-ce que ce sont les animaux? Est-ce que c'est la terre? Et donc voilà, ça interpelle. Donc je félicite déjà les auteurs du livre parce qu'ils ont su susciter l'attention. On sent en tout cas au premier abord, on voit déjà la passion de David, donc il nous met l'eau à la bouche. C'est vrai que, comme tu dis, par rapport au chlordécone, on parle de scandale. On a souvent employé cette expression scandale du chlordécone. On a eu des débats passionnés, houleux. Tout à fait. Est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a peut-être vu sur des plateaux télé ou bien même dans des réunions, cercles fermés, ouverts, est-ce qu'on a la même tonalité? Est-ce qu'on a une analyse scientifique de spécialistes, une analyse fine? Est-ce qu'on a eu le temps de prendre du recul? Comment les choses sont présentées? Excellente question. Alors effectivement, je trouve que dans le livre, les auteurs, donc Louis Boutrin et Raphaël Confiant, qui sont, pour tout dire, des écologistes, des militants. Donc l'un est docteur en droit et l'autre est un écrivain que tout le monde connaît et aussi créoliste. Donc voilà. Donc on sent que tous les deux, ils ont un vrai attachement à la Martinique. Déjà, ce qui m'a plu, c'est que ce ne sont pas des auteurs qui sont venus pour faire juste une polémique, pour scandaliser, mais ils sont venus par amour pour la Martinique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti de prime abord. Donc voilà, l'amour pour la Martinique et l'amour pour la terre. Bon. Et dans ce livre, ce que moi j'ai apprécié, même si, quand on va en parler un petit peu, on se prend plusieurs punchs en pleine face. Hein. On se dit, c'est pas possible, c'est pas ça notre réalité, c'est pas vrai. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal. Mais j'ai apprécié parce que c'est sourcé, c'est réfléchi, c'est daté. Il y a des enquêtes, il y a des liens. Et puis il y a autre chose, moi, ça m'a plu particulièrement parce que j'aime la vérité et la justice. Je pense qu'on est dans un monde où beaucoup de choses sont dissimulées, cachées. Et là, je trouve qu'ils ont pris du courage. Ils ont pris leur courage à deux mains. Ils n'ont pas manié la langue de bois. Ils ont osé prendre position. Donc pour moi, c'est un petit peu un style argumentaire, vraiment un essai dans lequel ils se livrent et ils donnent une vraie orientation de réveillez-vous. Prenez conscience de ce qui se passe et il est temps que les choses changent et même que chacun prenne ses responsabilités. Je me suis dit, ils n'ont pas froid aux yeux et j'aime ça. Merci. Alors, au niveau de la forme de la présentation, est-ce qu'on a une présentation chronologique ou thématique? Quelles sont les thématiques ou les sous-thèmes du livre? Alors, tout simplement, c'est un livre qui a 6 chapitres. D'accord. Donc le premier chapitre, c'est un chapitre qui est très intéressant et je pense que si certaines personnes se posent simplement quelques questions concernant le chlordécone, le premier chapitre réussit à resituer la problématique. On pense que le chlordécone, c'est un problème qui est de 2020, 2021, 2022 pour certains, non. Je vais revenir dessus justement. On se rend compte, alors moi j'avais fait des recherches parce que je ne l'ai pas vu dans le livre, mais il y a eu aux États-Unis l'accident d'Hopewell. Donc voilà, avec une usine où justement, à cause du chlordécone, il y a eu contamination des sols, des organismes vivants, etc. Donc c'était déjà une catastrophe et un scandale. Bon, nous on a en date la Martinique avec vers 93 la fin. Mais on se rend compte que depuis 75, on voit déjà les méfaits du chlordécone. Bon, ensuite dans le livre, il continue la chronologie en nous disant, il y a eu des rapports à ce moment-là. Il y a eu le rapport Snegarov, et c'était en 77, si je ne m'abuse, et qui présentait déjà les effets du chlordécone, encore les contaminations sur les organismes, autre chose, et c'était français. Donc ça voulait dire qu'à cette époque, la France était au courant. Ensuite, on a eu peu après, je pense que c'est bien en 79, le rapport Kermarek, qui, encore une fois, montrait les effets néfastes du chlordécone. On rentrera dans les détails un petit peu après. Et il montre comme ça, pas à pas, qu'il y a eu différents rapports, différentes alertes, différentes enquêtes qui montraient clairement les faits néfastes de ce produit et qu'au final, on a quand même en 90
permis qu'il y ait une continuité dans l'utilisation du chlordécone en Martinique. Et ils expliquent même comment ça s'est passé. Je fais un petit clin d'œil à la politique parce qu'il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si je peux le dire, que voilà, je me présente au niveau des législatives, donc voilà, je dis ça brièvement. Et quelqu'un m'avait interpellé en me disant « Oui, mais les députés martiniquais, ça ne sert à rien. Dans l'Assemblée nationale, ils sont peu nombreux et en plus, s'ils sont sans parti, ça n'a pas d'effet. » Mais justement, on se rend compte qu'à cette époque, ils disent bien qu'un député martiniquais avait porté le projet de loi pour qu'on puisse continuer à utiliser le chlordécone en Martinique. 3 ans de plus, c'est-à-dire de 90 à 93. Donc on voit vraiment, on découvre beaucoup de petits scandales dans cette chronologie et je pense que ça permet de voir, après, dans l'analyse qu'ils vont faire, qu'il y a des responsabilités à différents niveaux et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour le premier chapitre. Bon, ça a l'air très intéressant puisque ça permet de poser le cadre. Effectivement, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui ont peut-être entendu le terme chlordécone, mais qui se sont peut-être pas vraiment posé la question qu'est-ce que c'est, ou peut-être, bon, ils déduisent que ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas une substance bénéfique pour le corps, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit, dans le sens où il y a une certaine chronologie. C'est vrai que certaines personnes qui peut-être découvrent les choses, on va dire, en 21e siècle, se disent « Ah, ben tiens, c'est quelque chose qui serait arrivé au 21e siècle », mais il y a toute une chronologie. Tu as parlé aussi de rapports. C'est ça. De rapports non français, français. Exactement. Et puis, il y a eu un jeu de plusieurs acteurs. C'est ça. On ne peut pas, en fait, pointer le doigt sur un type d'acteur en particulier, une catégorie de population ou une origine ou une couleur de peau particulière, mais vraiment plusieurs personnes et institutions concernées. Exactement. Non, très important. Alors, si je puis me permettre, je pense que ça pourrait être intéressant de donner aux téléspectateurs quelques petites précisions sur ces rapports. Donc, je vais faire en sorte d'être bref, mais le plaisir de lire, c'est aussi le plaisir de partager. Alors, quand on parle du rapport de 1977, et c'est ce que je rends, c'est aussi l'hommage que je rends à ces militants, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de donner leurs orientations. Je pense qu'ils ont voulu faire un travail de serviteurs de la patrie, d'intérêt public. Voilà, je tiens à mettre à votre disposition des informations. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans le livre, il dénonce l'omerta, le silence qu'il peut y avoir sur des sujets assez sensibles. Je pense qu'on garde ce sujet-là, parce que ce serait bien qu'on puisse peut-être en parler. Donc voilà, alors, page 44, 1977, donc la mission INRA, rapport Snegarov. Et là, on nous dit, dans les conclusions de sa note présentée le 19 octobre 1977, Snegarov confirme une pollution par les résidus d'insecticides organochlorés dans les sols des bananeraies, dans le milieu aquatique avoisinant et dans les sédiments des rivières. Donc là, on a déjà un premier rapport qui dit des choses très claires. Et on est en 77. On peut se demander pourquoi, quand on a un rapport aussi clair et qu'il y a déjà eu l'accident d'Hopewell en 75, pourquoi on continue en Martinique jusqu'en 93. Plus tard, en 1979-1980, là on passe à la page 45, et toujours pour être court, le rapport Kermarek nous dit « Dans ce rapport, Kermarek fait état du niveau de contamination des chaînes biologiques en Guadeloupe par les pesticides et métaux lourds. Il soulignait également la bioaccumulation de ces molécules dans l'environnement et il nous dit un petit peu plus bas, à partir de ces observations relevées chez les oiseaux, faucons, gliglis, etc. » Donc au début, on nous parlait vraiment de l'environnement, de l'eau, du sol. Et un autre rapport, qui est le rapport Kermarek, vient un petit peu plus là, même sur les animaux, organismes vivants. Et on verra plus tard qu'on arrive à la contamination au niveau de l'homme, etc. Donc il y a vraiment une chronologie et plus on lit ça, plus c'est grave. Mais je vous emmène un petit peu plus loin, juste à la page 55. Page 55. Donc l'examen de ces différents rapports nous confirme qu'aux Antilles françaises, le chlordécone a été autorisé de façon provisoire en février 1972, puis entre 81 et 93, dans le traitement des bananiers pour lutter contre le charançon, alors que l'on savait déjà que c'était un poison dangereux pour l'homme et l'environnement. Et finalement, c'est pas tout aujourd'hui de revenir, parce que tout le monde a parlé du chlordécone. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dire, on savait déjà, et pourtant,
on l'a utilisé. Ce qui nous ramène à l'actualité sur les livres comme Orpea ou comme d'autres choses. Je laisse ça là aussi. Donc voilà, on en parlera peut-être. C'est plus ça, c'est le « on savait déjà » qui m'interpelle. D'accord. Ok. Alors, tu nous as mis l'eau à la bouche. Après le chapitre 1, qu'est-ce qu'on a? Tu as dit il y en a 6. C'est ça, il y en a 6. Alors, le chapitre 2, je pense que c'est l'un des chapitres qui peut-être heurter ou interpeller. Alors, je reviens parce que je suis passé un petit peu vite sur la présentation du livre, mais ce livre, quand il est paru, il a suscité quand même pas mal de controverses et un petit peu de polémiques. Et avant de vous présenter le chapitre 2 qui parle des béquets, qui revient un petit peu sur l'histoire des béquets en Martinique, tout de suite, les gens peuvent être interpellés parce que le livre est assez cru. Il y va, franchement, il est direct. Je fais petit détour sur un autre ouvrage, voilà, qu'ils ont réalisé. Je ne sais pas si je peux le montrer. Voilà. Donc, cet ouvrage, c'est toujours de Louis Boutrin et de Raphaël Confiant. Donne-nous le titre, Voilà, c'est Chlordécone, 12 mesures pour sortir de la crise. D'accord. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que dès le début, ils nous disent « Que n'avons-nous pas entendu à la sortie de notre livre ? Contraints et forcés de nous justifier, y compris sur le titre et le sous-titre de l'ouvrage. Nous avons essuyé les pires critiques, des plus constructives aux plus stupides, des plus mesquines aux plus stériles. Conscients des enjeux de la situation, malgré le remue-ménage, provoqué au sein même de l'administration étatique et de multiples pressions, nous n'avons pas transigé sur cette affaire. En aucun cas, nous ne pouvions déroger aux principes ni renier les valeurs qui nous ont conduits à écrire cet ouvrage. » Ça m'a interpellé parce que des fois, voilà, je suis allé sur les sites internet, j'ai regardé les différents commentaires concernant le livre. Et c'est vrai qu'il y a eu du remue-ménage, etc. Mais là, d'avoir le retour des auteurs, c'est assez rare qu'ils puissent écrire. Et là, ils disent, moi je pensais qu'ils allaient être accueillis comme des héros. Le chlordécone, tout le monde est d'accord pour dire, on a été empoisonné, c'est pas bien, justice, vérité. Pourtant, eux, ils disent, on a subi un petit peu un lynchage, hein. C'est un vrai travail de militer. Il nous a fallu du courage pour pouvoir traiter de ce sujet. On a été critiqué sur le titre, le sous-titre, enfin bref, on a passé un sale quart d'heure. Et ça interpelle. Les critiques sont venues d'un camp, de plusieurs camps, c'est multiforme. C'est ça, oui, les critiques sont multiformes. Les critiques sont multiformes, c'est venu de l'État, c'est venu de la préfecture, bon, ça revient à peu près au même. C'est venu de certaines personnes au niveau de la population. Et pire, ils disent, des journalistes, et pire, ils disent que, dans le bouquin, ils parlent même d'une compétition inutile entre certains écologistes. Comme si on essayait aussi de revendiquer qui a parlé en premier du chlordécone, du problème, qui a plus dit ou qui est plus défenseur de. Et je pense qu'à l'heure actuelle, cette expérience, pour moi, est vraiment enrichissante parce qu'on a besoin d'unité. Nous sommes tous de passage. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Et je pense que demain, les générations ne vont pas se demander mais qui a permis que le sol soit propre ou qui a permis, mais est-ce qu'on est juste contente en tout cas de pouvoir profiter d'un sol propre ou d'avoir une vie agréable en Martinique. Je pense qu'il est temps qu'on fasse corps parce que le sujet est tellement important qu'on a besoin de tout le monde. La preuve en est, aujourd'hui, cette question du chlordécone et d'autres sujets d'actualité ne sont pas réglés. Donc si, au lieu de se diviser, on s'unissait, je pense qu'on serait beaucoup plus pertinent. Tu proposes en fait le chlordécone comme un sujet intergénérationnel. Exactement. Entre le passé, le présent et l'avenir. Tout à fait. Comme une priorité martiniquaise, voire nationale. Oui, c'est une priorité en fait nationale. Alors tout simplement pourquoi ? Parce que là, il n'est pas sujet seulement du chlordécone. Il est sujet d'un système. Parce que quand on arrive justement sur le chapitre 2, donc je vais donner le titre, comme ça ce sera plus simple pour que tout le monde puisse suivre avec moi, le lobby des latifundistes béquets. Donc nécessairement, ça peut choquer. Tout le monde, dès qu'ils entendent lobby, ils se disent « Ouh là là !» Donc je vais aller à la page 58, etc. pour expliquer un petit peu certaines choses. Et là, alors, chapitre 2, écoutez bien le titre, le lobby des latifundistes béquets. Je vais revenir sur les termes. Déjà, ce que j'aime avec la lecture, c'est qu'on apprend des mots. Latifundiste,
J'étais en train de me dire, tiens, je sais pas ce que c'est. Quand je suis allé chercher, ce sont des gros propriétaires agricoles et qui font une production excessive. Donc voilà, des grosses productions. Je n'étais pas du tout expert dessus jusqu'à maintenant, mais en tout cas, ça m'a interpellé. Et je pense que quand on dit lobby, béquet, latifundis, ça peut heurter certaines sensibilités. Les gens vont voir tout de suite, pour certains, ils peuvent voir un conflit racial ou bien une stigmatisation d'une part de la population. Or, dans ce chapitre, ce qui est expliqué, c'est plutôt des intérêts particuliers qui sont défendus au détriment de l'intérêt général. Et sur ce point, c'est pour ça que je fais le parallèle avec l'actualité, que ce soit au niveau de Big Pharma, que ce soit sur d'autres questions dans la société, on peut voir qu'il y a des fois la primauté d'intérêts particuliers sur l'intérêt général. On peut regarder l'histoire des banques, on peut regarder plein de sujets. Finalement, là, on parle du chlordécone, mais ça ramène à un système. Et on se dit que si ce système où l'argent prime et les intérêts particuliers, et des fois les liens opaques entre politique et lobby ne sont pas éclaircis et même limités, on ne va pas s'en sortir. Je tiens à te remercier pour l'explication du titre, parce qu'effectivement, quand tu as lu le titre, je me suis dit, oula, ça c'est un chapitre qui va former. Tes éclaircissements ont permis d'atténuer ma perception des choses. Et effectivement, c'est un thème qu'on retrouve souvent, les intérêts particuliers contre l'intérêt général. C'est ça. Et on trouve cette problématique partout. C'est pas lié à la Martinique seulement, c'est pas lié à une couleur de peau en particulier, c'est pas lié à un type d'individu. C'est ça. Je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde. Exactement. Et d'ailleurs, on va venir dessus, cette question faite de couleur de peau. On revient dessus dans un autre chapitre. Donc, je pose ça là. Ça fait plusieurs choses que je pose là parce que je trouve ça très intéressant qu'on revienne dessus. Il ne faudra pas oublier de les reprendre. Hein. Ah non, je les reprends. Alors, comme je n'ai pas oublié de reprendre une des choses posées, je viens à la page 58-59, donc qui précède un tout petit peu le chapitre 2, mais je pense que ça l'explique assez bien. Donc les auteurs osent, ils parlent avec franchise et j'aime ça. Mais je comprends que ça ait pu heurter, que ça ait pu déranger parce que finalement, on n'a pas envie que certaines choses soient révélées. En même temps, les auteurs te donnent une vision, ils te donnent des éléments. Rien ne t'empêche d'aller chercher. Rien ne t'empêche de tirer toi-même le fil et de te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en tout cas, moi, je salue un travail minutieux et, j'allais dire, honnête. Je viens clairement parce que les paroles, vite fait, ou une vidéo anonyme, on ne s'implique pas. Là, on s'implique. J'appose mon nom sur un ouvrage, je le présente à la population entière, je prends mes responsabilités. Donc, rien que pour ça, j'estime qu'il faut respecter ceux qui osent écrire. Je n'ai pas encore écrit de livre, hein. On ne sait jamais, peut-être qu'après ça. Donc, page 58. Ce lobby béquet est très puissant. Et aujourd'hui, il s'étend des Antilles jusqu'au couloir ministériel de Paris. Donc là, tout de suite, on peut dire que ça peut gêner certaines personnes d'entendre ça. Il s'organise également à Bruxelles autour d'Eurodom, une association française de loi 1901, créée en juin 1989 et censée regrouper les acteurs collectifs du tissu économique des 4 DOM. En réalité, cette association s'avère être un lobby mis en place par les béquets, financé par les béquets et dirigé depuis Bruxelles par Gérard Bali, un béquet qui fait office de délégué général d'Eurodom. Donc on voit bien qu'ils insistent. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas vraiment de dire, mais ils dénoncent. Et je pense que le ton de dénonciation, je peux comprendre que ça ait heurté certaines personnes, mais comme moi, je ne vois pas des personnes visées. Je suis plus sur une question de système. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'amour et on a besoin de paix. Là, si on a l'amour de la terre, on parle souvent de mère nature. On a tous une maman. Donc, si on dit mère nature, il faut aussi considérer mère nature avec amour. Mais si on dit aussi qu'on est tous martiniquais ou citoyens du monde, on a plein de grands mots, mais dans les actes, est-ce qu'on peut simplement s'aimer? Moi, je ne vois pas du tout là. Quand je le lis, en tout cas, je pense que c'est peut-être parce que mon cœur n'est pas orienté dans une rivalité ou un conflit, mais je ne me sens pas là fâché contre ce groupe de personnes pour leur couleur de peau ou leur réussite ou autre chose. Non, je me dis juste, il y a peut-être quelque chose à mettre à plat. Peut-être que pendant un certain temps, un système a perduré, mais aujourd'hui, quand on voit que ce système nuit gravement
ben, à l'intérêt général, il faut s'intéresser à ça. C'est simplement ça. Et je termine sur la page 59, qui parle encore du chapitre 2. Le message du ministre de l'Outre-mer est clair. Eurodom est l'interlocuteur privilégié du gouvernement français. Exit les députés nationaux, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, et européens élus par le peuple. Pour la défense des intérêts économiques, notamment ceux de la banane, priorité au lobby béquet. Donc là, pareil, je pense que ça peut gêner. Tu es martiniquais, tu lis cet ouvrage, tu te dis « Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est révoltant! Comment ça, l'État va nous squeezer et va choisir comme interlocuteur un lobby béquet pour nous représenter ou bien ne pas tenir compte de nous? » En même temps, tu es révolté, mais en même temps, tu te sens quand même impuissant. Parce que tu te dis, aujourd'hui, on n'a qu'à voir, le taux d'abstention ne cesse d'augmenter. Voilà, plus de 60% au présidentiel, plus de 70% au législatif, donc c'est assez inquiétant. On voit que la population se met en retrait, elle n'y croit plus. Là, quand tu lis ça, ça te dégoûte un peu, tu as l'impression que les politiques t'ont lâché, tu cries derrière ton ouvrage ou derrière ta télévision, mais au final, tu te dis, ni là, ni dans les urnes, je ne suis entendu. Donc je pense qu'un sentiment de frustration peut venir. Après, tout dépend de la personnalité. Si on prend ça comme un tremplin, on se dit, un homme averti en vaut deux. Maintenant que je sais, je peux m'organiser pour, voilà, défendre les intérêts. Oh, j'aime bien ta façon de présenter les choses. Avant tout, comme je t'ai dit, quand tu avais donné le titre du chapitre, je me suis dit, ouh là, c'est chaud. Mais toi, effectivement, tu n'as pas, bien que, bien sûr, tu te sens concerné, tu es martiniquais, tu penses aux générations à venir. C'est ça. Mais tu ne jettes pas l'opprobre à une catégorie de la population. Non, c'est pas l'intérêt. Non, parce que souvent, il y a, et je pense que nos téléspectateurs ont dû assister à des débats, à des analyses, à des discussions privées, publiques sur le sujet, et ça n'a pas forcément toujours bien fini. Et certaines personnes ont cultivé malheureusement une tendance raciste. Alors que toi, tu présentes la chose d'une autre façon. Il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu un système, tu mets en avant voilà, un système, et tiens, eh bien, à partir des informations qu'on a, on a une responsabilité. Tout à fait. C'est exactement ça. Et j'insiste dessus. Alors, ce n'est pas une façon de se défiler. Pour moi, c'est une façon de prendre mes responsabilités. Je ne manie pas la langue de bois. Pourquoi je parle de système? Parce que je pense qu'il ne faut pas enfermer les personnes dans ce qui a été fait. La classe politique, par exemple, on a tendance à dire tous les politiciens sont pareils, ils sont tous véreux, ils sont tous menteurs, etc. C'est faux. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'au final, aujourd'hui, on est dans un système où nécessairement, on a des politiciens. Finalement, on va faire une scission entre la population et les politiciens, et qu'est-ce qu'on va gagner à faire cette scission-là? Strictement rien. Pareil, tous les policiers sont violents, ils sont corrompus, etc. On va encore faire une scission entre la population et les policiers. Au final, à force de diviser, il ne restera plus rien. La Martinique, c'est déjà petit. À force de faire des petits morceaux, voilà. Tandis que si on voit des systèmes, c'est-à-dire nous ensemble, au début, ensemble à la fin, il y a un souci, on se pose et on trouve des solutions ensemble, du début à la fin. Mais toute la population martiniquaise fait partie de la Martinique, on est citoyen du monde, on voit les problèmes en face, voilà, on a commencé ensemble, on se regarde en face, on traite ensemble et on finit en fait avec l'histoire. Un peu une œuvre de réconciliation, de réparation, de prise de responsabilité et de changement de système. Parce que si on se contente de dire, alors il y a un homme politique en ce moment qui se présente au présidentiel, vous allez sans doute reconnaître de qui je parle, et qui présente un petit peu les problèmes de la France seraient dus simplement aux étrangers. Je pense que c'est pas bien de faire ça. Effectivement, il peut y avoir des problèmes liés à l'immigration. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais je pense qu'il ne faut pas faire comme si le problème, c'est simplement l'autre. Il y a tout un système qui est mis en place et c'est un peu réducteur. Je pense que c'est de la fainéantise intellectuelle que de réduire un problème complexe à une personne. Je pense qu'il faut analyser, un petit peu comme là les auteurs ont fait. On prend étape par étape chaque monde capotaille, même la population. Et toujours sans le citer, la personne dont tu fais allusion n'est pas connue pour être un fainéant intellectuel. C'est ça. Donc, pourtant, voilà. D'où le paradoxe. D'accord. Chapitre 3, qu'est-ce qu'on a? Exactement. Alors, pour ne pas vous ennuyer, parce qu'il faut rester... C'est même passionnant, tu ne nous ennuies pas. Tu nous donnes le peps. Et moi, comme je le dis, j'aime bien
le fait de parler des problèmes en ayant, sans être, en fait, on peut être passionné, mais sans être borné. Exact. Et malheureusement, je trouve que sur ce sujet, ce type de sujet, on a beaucoup de personnes passionnées, mais qui sont bornées. Et peu de personnes réussissent à se dire, ben, tiens, ben, chacun a une responsabilité. Clairement. Et c'est forcément plus facile, tu as parlé tout à l'heure de fainéantise intellectuelle, mais c'est plus facile de dire, ben, c'est la faute de celui-là, la faute de ce groupe-là. C'est ça. Nous sommes les victimes et c'est ce groupe-là. Mais bon, ok, mais nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Et comment on peut enclencher les choses pour demain? C'est ça, tout à fait. Alors, je vous emmène tout de suite dans le chapitre 3. Et le chapitre 3, son titre, c'est « Une catastrophe écologique sans précédent ». Donc voilà. C'est bien de parler du problème du chlordécone. C'est bien de dire qu'il y a eu des contaminations. Mais on a besoin d'entendre ces mots. Les mots sont bien choisis. Une catastrophe écologique sans précédent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. À partir de ce moment-là, on situe la petite Martinique au niveau mondial en disant alerte rouge. Donc on revient un petit peu à la première de couverture du livre et on se dit il y a un problème particulier en Martinique que vous n'avez pas vu ailleurs. Vraiment, voilà, alerte rouge. Interrogez-vous sur ça. Je vous emmène donc à la page 102 et il est dit pas une seule parcelle de terre à bananes n'a été épargnée. Les légumes racines, base de l'alimentation des Antillais, les rivières, puis les sources, l'eau potable, les eaux souterraines, le biotope aquatique, notamment les poissons et crustacés, et en bout de chaîne, les organismes humains ont été contaminés par ce terrible poison. Donc, on explique clairement que là, tout le monde est concerné. Et un petit peu après, on va venir sur des chiffres. J'ai vu que tu allais réagir. Donc... Non, justement, par rapport à l'humain que tu mets en avant. Tout à fait. Est-ce que tu as cité un certain nombre de rapports en préambule? C'est ça. Est-ce que, par rapport à la question de l'humain, est-ce qu'on a des rapports à peu près vers quelle période on a ces rapports? Tu as une idée? Alors oui, on a des rapports. Alors les rapports concernant l'humain sont arrivés assez tard. Et d'ailleurs, c'est l'objet du chapitre 4. Mais de nombreuses personnes ont travaillé dessus. Je vais le dire juste après. Donc, voilà. Après, bien sûr, dans le titre, une catastrophe écologique sans précédent. C'est ça. Donc, au début, je me suis dit, sans précédent pour la Martinique, mais en t'écoutant, c'est sans précédent à l'échelle mondiale. Exactement. D'accord, donc je n'y aurais pas pensé. C'est ça. Non, c'est sans précédent, même à l'échelle mondiale. Alors, je viens au niveau de la page 119. Et à la page 119, parce que bon, j'aime bien rendre hommage à ceux qui ont écrit, et c'est bien d'entendre un petit peu ce qu'ils disent. Ils disent à la page 119, en Martinique, les teneurs les plus élevées ont été enregistrées dans les poissons d'élevage et de rivière, taux de détection de 69%, les écrevisses 56%, les poissons de mer 48% et les crustacés, notamment les crabes et les langoustes, 47%. Ces taux de détection compris entre 47 et 69% prouvent bien les dégâts occasionnés par le chlordécone et l'étendue de la contamination à l'ensemble des milieux aquatiques, notamment. Là, je donne qu'un tout petit exemple parce qu'on ne pourrait pas tout dire, mais c'est vraiment pour montrer que, et à chaque fois, ce qu'il y a de plus important, c'est qu'ils mettent, voilà, les petites références, rapport d'enquête IGAS, IGE, IGF, IMA, etc., arrêté préfectoral de temps. Il y a les sources, il y a vraiment les liens. Donc, les auteurs ne se contentent pas de parler comme ça, énoncer les choses. D'accord, il y a ces sources. C'est ça, moi je trouve qu'il y a eu un respect du lecteur parce que il laisse quand même la place, en tout cas moi j'ai senti que j'avais la place de me faire ma propre idée ou de ma propre interprétation. On sent que pour eux, c'est déjà un empoisonnement, c'est déjà un scandale, c'est clair. D'accord? Au final, ils te laissent la place parce que, excusez-moi, quand tu as les documents, quand tu as toutes ces sources, tu peux regarder par toi-même et te dire est-ce que oui, non, est-ce que moi aussi je considère que c'est un scandale, est-ce que c'est un empoisonnement autre. Et effectivement, quand tu vas chercher à côté et que ça t'intéresse, tu te rends compte qu'il y a un vrai problème. D'accord.
quatrième partie. C'est ça. La quatrième partie, je pense que c'est l'une des parties les plus intéressantes. Souvent, on a simplement relié le chlordécone au cancer de la prostate. Oui. Et on avait du mal à se dire, mais en Martinique, pourquoi ce serait un scandale mondial? Quelle est la problématique, etc. Finalement, dans ce chapitre, comme on a pu le voir sur France Antilles ou d'autres, parce que finalement, voilà, même au niveau de la France, il y a eu un impact, on se rend compte que la Martinique bat des records au niveau du cancer de la prostate, record mondial. Donc voilà. Alors, là, je n'ai pas forcément le chiffre devant moi, mais on était à plus de 236 cas pour 100 000 habitants, je crois. Donc au final, voilà, il faudrait vérifier les chiffres, hein, parce que je n'ai pas tout en tête. On croit que j'ai tout en tête, mais ce n'est pas vrai. Donc voilà, mais en tout cas, c'est clair et net qu'on fait partie des records du monde à ce niveau-là. Et le lien est établi par rapport au chlordécone. Mais dans ce chapitre 4, dont le titre est « Une grave menace pour la santé publique », on se rend compte que les liens ne sont pas faits qu'avec le cancer de la prostate. Parce qu'au final, quand on met le focus que sur le cancer de la prostate, on se dit, bon, si je suis une femme, j'ai de fortes chances de ne pas être concernée par le cancer de la prostate. Donc, c'est pas si grave. Si je suis un jeune homme, je ne suis pas concerné tout de suite par le cancer de la prostate, donc ça met un petit peu la menace à distance. Sauf que, quand on lit le chapitre 4, on se rend compte qu'il y a des liens aussi avec d'autres types de cancers, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, et on se dit, écoute, il y a un problème sérieux et qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Et pour revenir sur la question que tu avais posée, pour montrer qu'on ne laisse rien là, ils mettent carrément voilà, les dates en disant que c'est plus vers les années 2000 qu'on s'est intéressé à l'impact sur l'humain, avec des rapports plus poussés des États-Unis, Harvard particulièrement. Et moi, ça m'interpelle. Je me dis, depuis autant d'années, on sait qu'il y a un poison, on s'intéresse un peu tard. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que la population n'est pas suffisamment informée des répercussions de l'emploi de ce produit. Voilà. Par rapport à ce que tu présentes maintenant, bon, Oui, je t'écoute. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a des institutions qui contestent le lien entre chlordécone, tu as parlé du cancer de la prostate et d'autres cancers, effectivement. Il y a eu certaines personnalités publiques qui ont déclaré que le lien n'est pas établi. Il n'y a pas de lien établi, ce sont des hypothèses de travail, mais il n'y aurait pas d'études assez poussées pour confirmer. Donc, est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'il y a un débat dessus? Comment... Alors oui, justement, ils parlent de ça, et je pense que ce qu'il y a de bien, c'est que tout au long de l'ouvrage, là où je les rejoins, c'est que ce qui est préoccupant, ce qui est suspect, c'est la difficulté qu'on a à nous révéler toutes ces choses. Le fait que ce soit un poison, le fait qu'il y ait eu des autorisations pour l'utiliser en Martinique. On vient sur les responsabilités au niveau de la douane, au niveau des mairies, au niveau de. Et je pense que quand il y a eu une confiance mise à mal comme ça, qu'au final, on a reconnu, mais à force de combat, d'épreuves, de ténacité, on a fait admettre qu'il y avait une problématique et que ce qui se faisait en Martinique était scandaleux, que c'est même criminel. Aujourd'hui, quand il va falloir prendre les responsabilités, on a tout intérêt à minimiser l'ampleur de la catastrophe sur l'humain. Je pense que la crise de confiance est telle que là, quand on va nous dire que rien n'est avéré, rien n'est prouvé, moi j'ai envie de dire, prouvez-le. J'ai envie de dire, mais faites-le. C'est-à-dire, mais allez au fond des choses. Il faut arrêter de dire à la population, on va. On se rend compte que entre les années 70 et l'année 2000, ça fait déjà 30 ans. Là, on est en 2022, donc on est sur 52 ans. Non, mais à un moment donné, il faut combien de temps pour qu'on puisse se poser les vraies questions et faire? Je pense que si on a la volonté d'aller au fond des choses, on voit les liens. On trouve les réponses. Donc, je pense que le vrai problème, ce ne sera pas seulement d'établir les liens. Je pense que le problème, ça revient encore au système. Les gens n'ont plus confiance dans ce système. On se dit, toi, l'État, et vous, les groupes d'intérêt particuliers, vous ne souhaitez pas qu'on soit véritablement informé, qu'on sache. Et les auteurs reviennent clairement dessus. Ils disent, le problème prioritaire, c'est cette information qui est emprisonnée. Dites la vérité. Soyons clairs. D'ailleurs,
dans un autre chapitre un petit peu plus loin parce qu'ils font des propositions et c'est ce que j'ai aimé. Ils ne se contentent pas de faire une enquête. Ils disent, ce serait bien de faire une charte de l'environnement, mais dans la charte de l'environnement, ce n'est pas de dire les oiseaux, ça chante, les arbres, c'est beau. Non, c'est respecte la nature. Non, ils disent que la population devrait avoir accès à toutes les données qui concernent l'environnement parce que c'est un bien. C'est la base, c'est notre propriété. On devrait avoir ça. Et là, quand il y a eu l'enquête, on se rend compte que des dossiers ont disparu, etc. En fait, bref, c'est pas normal. Ça soulève... voilà. Et souvent, j'ai entendu des personnes dire, ben tiens, pour ce dossier-là, on perd des choses ou ça avance lentement, et puis tandis que si c'était un autre dossier dans un autre coin de la République, on ne perdrait pas. C'est ça. C'est des choses qui reviennent parfois. Exactement. Alors, chapitre suivant, il reste 2 chapitres. Exactement. Alors, je serai rapide dessus. Je dis en fait déjà à la page 139, ils en parlent. Ils disent que la Martinique détient le triste privilège d'avoir le taux d'incidence de ce cancer le plus élevé au monde, juste après les États-Unis. Et là, ils parlaient du cancer de la prostate. On passe après à la page 144. Ils disent voilà, l'exposition chronique aux pesticides peut avoir des incidences aussi sur les bébés, parce que ce serait un perturbateur endocrinien. Donc, moi, une fois que je vois ça, je ne vais pas prendre les choses pour argent comptant, mais je me dis, poursuivons les recherches. Menons en fait des recherches approfondies. Et plus loin, à la page 149 et 151, ils parlent clairement des études de Harvard School et d'autres instituts, et ils nous disent qu'il y a des recherches qui ont été faites concernant la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Alors là, ils ont déjà vu qu'il y avait des liens, en tout cas il y a des pistes, mais quoi qu'il en soit, poursuivez et continuons à parler de ça clairement à toute la population, de sorte qu'on sache où on en est. Mais en même temps, si on faisait un lien avec l'actualité, quand on voit l'état de l'hôpital, quand on voit l'état de la recherche, on a tout intérêt à s'inquiéter. Même au niveau de la NSM, bon, peu de personnes peut-être connaissent la NSM, mais... voilà, c'est une alarme qui ne sonne pas bien, j'ai l'impression. Certains médicaments peuvent arriver ou certains contrôles peuvent ne pas être effectués. Donc je pense que c'est tout un système qu'il faut revoir pour qu'on soit véritablement protégé. Il ne suffit pas de dire que tout n'est pas prouvé, il faut le prouver. D'accord. Et alors, tu avais parlé rapidement de propositions qu'ils font. À la fin, ils ne se contentent pas seulement Exactement. d'énoncer, de parler, mais ils font aussi des propositions. Ça. En tout cas, des pistes de réflexion. C'est ça. Donc après avoir dit au chapitre 5, responsable et coupable, c'est-à-dire il parle de la population, il parle des lobbies, il parle de la SME qui n'aurait pas en fait effectué suffisamment de contrôle, il parle des maires, il parle des élus plus largement, mais aussi de nous. Bref, on arrive au chapitre 6 où là ils disent propositions. J'ai déjà parlé de la charte de l'environnement et finalement ils nous disent il faudrait mener de véritables enquêtes parlementaires. Alors, je sais qu'il y a eu certaines choses bien après leur ouvrage. Donc, voilà. Après, enquête épidémiologique, production d'éthanol sur les sols contaminés, etc. Et on verra quelque temps plus tard qu'ils ont fait un autre ouvrage dont je vous ai parlé, où il y a 12 mesures pour aller un petit peu plus loin. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, David. C'était un plaisir, c'était un délice, puisque non, il faut le dire. Ce n'est pas un sujet facile dans le sens où c'est un sujet qui donne lieu à un certain nombre de débats passionnés. Comme je dis, bon, la passion n'est pas mauvaise en soi, mais quand on est passionné, on n'arrive pas à faire le recul et d'être toujours dans une position d'accuser forcément une personne. Je ne sais pas si c'est profitable à, comme tu parlais tout à l'heure, de l'unité. C'est ça. Faire peuple. Et non, c'est très bien. Bon, le temps est passé malheureusement très vite. En tout cas, merci beaucoup, David. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. C'est moi qui te remercie et qui vous remercie. Alors, si comme David, vous voulez partager avec nous un coup de cœur, ben, c'est possible. Donc, il suffira juste de composer le numéro qui s'affiche à l'instant, à savoir le 06 96 19 41 13. Et ce sera avec un grand plaisir que nous aurons l'occasion de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Donc, alors, David, à nouveau, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil et ce moment. Merci à toi. Et merci à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous ont suivis. Donc, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à très bientôt.